Bonjour à tous sur Roue Libre ou bonsoir parce que désormais avec notre nouvelle chaîne YouTube First Team Omnisport, vous pouvez nous regarder quand vous voulez, où vous voulez. On se retrouve aujourd'hui pour, comme vous pouvez le lire, un top 5 des meilleurs moments de la saison 2018. Je dis on parce que évidemment, je suis avec qui? Je suis avec Polo et son toucan qui Ah oui, mon beau très beau toucan aujourd'hui. Mon beau toucan, ouais. J'avais un petit pull d'hiver, un petit pull de chamonix que j'ai enlevé parce que je commençais à avoir très chaud. Du coup, Ouais. c'est toucan Les pour moi températures aujourd'hui. sont remontées, mon Polo. Ouais. Ça, c'est... Il fait chaud aujourd'hui, il fait bon. Je sais pas ce que t'en penses, Joseph. Ouais, mais... je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de température, on va parler, Paul, aujourd'hui des moments les plus chauds de la saison. Oui. Et on va commencer par une épreuve qui nous a énormément fait kiffer en tout début de saison. Et c'est une épreuve boueuse. Je vous laisse la découvrir. C'est évidemment les Strade Bianche qui nous ont énormément fait kiffer cette saison. On découvre cette image, Paul, de Tish Benoît qui a gagné ces Strade Bianche totalement plein de boue. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans cette épreuve-là? Moi, il y a plein de choses. On sait qu'avant la course, il avait notamment beaucoup neigé, donc ça a rendu tous les chemins de terre vachement boueux, vachement compliqués d'accès. La physionomie de la course, c'est exceptionnel avec cette attaque de loin de Romain Bardet et de Wout van Aert, ce scénario à la fin, cette dernière montée absolument incroyable. On a vu les images, on se souvient des images de Bardet et de Wout van Aert complètement avassus sur leur vélo, même le Belge qui met un pied à terre. Non, je trouve que cette classique est fantastique. Ça fait quelques années que ça dure. Elle est récente, hein, puisqu'elle date que de 1997. Voilà, mais je trouve que depuis les années 2010 et les victoires de Gilbert et de Cancellara, elle prend un espèce d'essor génial. Et du coup, ouais, vous voyez les images, hein, les mecs arrêtés dans la dernière côte, alors que Tish Benoît venait de passer la C'est veille. cette image-là qui est absolument hallucinante. Wout van Aert, c'est quand même pas n'importe qui. Il est champion du monde de cyclocross 2016, 2017, 2018. Et le mec, il tombe en haut de la côte. C'est d'ancienne. Voilà, ça, c'est la fameuse montée juste avant l'arrivée. C'est hallucinant, cette image-là, franchement. Et ils font kiffer, quoi. Et Romain Bardet, il disait que c'est la course une des courses qui kiffe le plus dans le calendrier. Il voulait se tester vis-à-vis des pavés qu'il savait qu'il allait recroiser sur le Tour de France. Donc là, c'est pas des pavés, mais c'est des chemins de terre, etc. Dans la physionomie, ça se rapproche un peu. Et c'est plutôt pas mal démerdé. Il a tenté son atout. Ça a bien marché pour lui, mais dommage, il est tombé sur un Tish Benoît qui était irrésistible ce genre-là. Ouais. Et on rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les Strade Bianche, pourquoi Romain Bardet dit que c'était vraiment un truc de fou aujourd'hui, une vraie course comme je les aime avec beaucoup d'intensité. On le voit complètement avachi sur son vélo, parce que c'est une course, elle n'est pas forcément longue, hein, elle fait 184 km, mais il y a 63 km de chemin de terre découpés en 11 secteurs, et ces chemins-là, ils sont ultra difficile pour les coureurs à passer, quoi. Surtout dans ces conditions météo. Surtout quand tu mêles ça aux conditions météo, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand tu m'as montré la vidéo de Wout van Aert, il y avait deux choses qui sautaient aux yeux. De un, c'était lui avachi sur le vélo, qui n'arrivait plus à monter la petite pente. Et de deux, c'était son visage et son équipement, où les mecs étaient recouverts de boue, quoi. La photo de Tish Benoît à l'arrivée, elle est incroyable. Déjà que le gars est pas hyper sexy en soi quand il a pas de boue, mais alors avec la boue et tout, ça c'est vraiment guerrier. Regarde la photo, c'est assez ouf, quoi. Ouais, c'est des images qu'on aime voir, parce que le vélo, c'est aussi ça. C'est pas seulement des beaux vélos de contre-la-montre, voilà, où ils percent l'air comme des fusées. C'est aussi des gars qui vont mettre les mains dans la boue. Et Tish Benoît, sur cette épreuve-là, voilà, il représentait bien ça. Et c'est vrai que c'est des épreuves. Il y en a beaucoup, Paul, qui parlent des Strade Bianche comme un possible monument dans les années à venir. J'allais venir, et je pense qu'on va terminer là-dessus. Quand on voit les déclarations des coureurs, quand on voit le placement dans le calendrier, quand on voit le spectacle et quand on voit l'attrait qu'a et les spectateurs et les coureurs pour cette course, je pense qu'on s'y dirige tout droit. En tout cas, en termes de notoriété. Moi, en termes de notoriété, l'année prochaine, les Strade Bianche feront partie des courses prioritaires de mon calendrier. Au contraire, peut-être d'autres monuments. Donc, c'est pour te dire à quel point j'adore cette course, à quel point j'ai hâte d'être à l'épreuve 2019. Avec possibilité, en plus de personnes de coureurs comme Alejandro Valverde qu'on vient de voir, Peter Sagan qui s'y présenteront évidemment, mais qui avait été battu par l'attaque jumelée de Wout van Aert et de Romain Bardet. En plus, la possibilité d'y voir l'année prochaine Julien Alaphilippe. Il ne sait pas exactement, son calendrier n'est pas totalement défini, mais il y a une possibilité pour le voir en 2019. En plus de Wout van Aert, on ne sait pas vraiment parce qu'il a des problèmes d'équipe, mais il peut y avoir du beau monde encore l'année prochaine. Ouais, Julien Alaphilippe a dit qu'il aimerait, son équipe aimerait qu'il fasse et Strade Bianche et le Tirreno Adriatico dans la foulée.
Je sais pas si Il lui il est ferait très donc chaud. pas Paris-Nice. Ouais, je sais pas si lui est très chaud justement à cause de ça. Faudra voir l'année prochaine. Bon, on se retrouvera du coup en 2019 pour cette course à voir, hein, parce que là, il y avait un scénario de course qui était intéressant, mais c'est pas forcément sûr que ça arrive. Ouais. Ça arrive tous Puis les ans. il y avait un Français bien placé, donc forcément ça aide à apprécier les courses. Ouais. Après les Strade Bianche 2018, on a donc eu un mois après Paris-Roubaix 2018, Paul, qui a été gagné cette année enfin par Peter Sagan. Ouais, moi franchement, je vais vous dire, ça va peut-être choquer. Paris-Roubaix, c'est justement parler des monuments que je n'appréciais pas le plus. Paris-Roubaix en fait partie. Je pourrais aller passer des heures à expliquer pourquoi et comment. Mais pour le coup, ça reste quand même une course légendaire, une course que je regarde à chaque fois. Et là, j'ai été vraiment agréablement surpris par la physionomie de course et par cette attaque à 50 bords de Peter Sagan en champion, maillot de champion du monde sur les épaules. Là, j'ai vraiment eu l'impression de vivre un grand moment de cyclisme, mais vraiment au sens avec un grand M, tu vois, pour le moment. Je me suis vraiment régalé de A à Z quand il revient sur l'échappée et qui fait son bout de chemin avec Laurent Didier. Je me suis régalé de A à Z Sylvain sur cette Didier. course. Sylvain Didier, oui, pardon, excuse-moi. Je me suis régalé de A à Z sur cette course et ça a été rare, et je vais pas te mentir, sur les Paris-Roubaix, c'est rare que je me régale autant. Ouais, parce qu'en plus, il y avait une équipe qui était très attendue, c'était la Quick Step. Tout le monde leur promettait le titre. Ils avaient notamment Niki Terpstra qui a finalement fini 3e de cette Qui était épreuve-là. le plus fort de cette course incontestablement et qui l'a montré sur le Tour des Flandres plus tard. Avec une attaque de Philippe Gilbert au préalable. Et Peter Sagan, il a réussi, en restant dans les roues, au final, à sortir à 55 km de l'arrivée. Et ce duel, et même au-delà du duel, cette alliance absolument improbable entre Peter Sagan et Sylvain Dillier, magnifique quoi, ce moment-là. Ouais, c'est marrant parce que qui aurait cru que Sylvain Dillier se sera accroché autant dans les basques de Peter Sagan, lui qui était dans l'échappée matinale avec Yele Wallace. On sait que Sagan a rattrapé les deux. Du coup, ça a donné une dimension vraiment sympa, un peu David contre Goliath pour cette fin de course. Au sprint, on savait que Sagan n'aurait pas grand mal à se débarrasser du Suisse, mais du coup, ça a encore donné une dimension vraiment sympa et vraiment cool. À ce monument, à ce Paris-Roubaix. Et comme je te l'ai dit, hein, ça a vraiment rendu la course intéressante. Et ce coup de panache de Peter Sagan de partir aussi loin de l'arrivée, d'ailleurs on le verra dans tous nos monuments, il y a toujours une histoire de mecs qui partent de loin pour remporter leur succès. Je trouve que c'est beau. Et surtout avec le maillot de champion du monde sur les épaules, ça donne vraiment une dimension Ça faisait historique 37 à cette ans, course. ça faisait 37 ans effectivement, Paul, tu fais bien de le dire, 37 ans que personne ne s'était imposé avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Là, il l'a fait parce que c'était Bernard Hinault le dernier. Et même Peter Sagan était heureux évidemment, mais ses mots sont forts. Il dit, quand j'étais petit, c'était mon rêve de remporter Paris-Roubaix. Maintenant, j'ai le titre mondial et le Tour des Flandres. Et Paris-Roubaix, voilà, c'est génial. Et quand on arrive à avoir un Peter Sagan heureux, c'est qu'il s'est passé quelque chose quand même d'absolument exceptionnel. Non, mais Il n'est pas facilement... c'est assez rare au final qu'ils disent, voilà, moi je suis content aujourd'hui, j'ai fait un truc, j'en rêvais depuis longtemps. Quoi. Ouais. Clairement, jamais en réussite sur le Paris-Roubaix. Plus globalement, pas souvent en réussite sur les Flandriennes, sur les classiques. Sur les classiques. Du coup, oui, je pense que ça a été vraiment... Je pense que c'est comme les footballeurs quand ils se dépoussièrent les épaules, ils enlèvent les toiles d'araignée quand ils marquent un but et qu'ils n'ont pas marqué depuis longtemps. Peter Sagan, c'est un peu ça. C'est un coureur fantastique, exceptionnel, mais c'est un coureur qui a toujours buté sur les classiques. Alors évidemment, il a gagné le Tour des Flandres il y a 2-3 ans, j'ai un trou de mémoire là pour le coup. Mais pour un coureur de sa trempe, avoir aussi peu de classiques à son palmarès, c'est une espèce de petite anomalie, une anomalie qu'il a vraiment balayée d'un revers sur cette magnifique victoire à Roubaix. Ouais. Et on voit ces images de l'organisation de Paris-Roubaix qui ont été tournées juste après, où on le voit en train de célébrer cette course. Et la photo qu'on a vue tout à l'heure, où il prend la main de Sylvain Dillier et où ils se remercient l'un et l'autre, en fait, parce que cette arrivée-là était exceptionnelle. Et j'insiste encore une fois sur la performance de Sylvain Dillier qu'on n'attendait pas là et qui, faut-il le rappeler, on parlait des Strade Bianche tout à l'heure, et sur les Strade Bianche, Sylvain Dillier, il s'est cassé 2 doigts et il pensait même pas revenir aussitôt sur les pavés parce qu'on sait qu'une course de pavés, c'est extrêmement
problématique pour les articulations. Il est revenu, il est allé chercher cette victoire-là. Et voilà, il disait à l'arrivée, Peter est à la fois un ange et un démon. Un ange quand on a collaboré dans l'échappée, un démon dans le sprint. C'était impossible de le battre. Mais en tout cas, moi, Sylvain Dillier, ce jour-là, il a remporté mon respect. Et c'est aussi pour ça, sans sa performance à lui, je ne suis pas sûr que j'aurais mis Paris-Roubaix forcément dans notre top 5 de la saison. Ouais, ça se défend. Après, Sylvain Dillier, il l'a payé tout le reste de la saison. Et sa chute sur Strade Bianche et son immense performance sur le Paris-Roubaix. On en attendait beaucoup pour aider Romain Bardet sur le Tour de France, notamment sur le chrono par équipe. Il a eu un peu de mal à continuer sa saison sur les mêmes bases. 2 petites semaines après, Paul, après donc Paris-Roubaix, on est parti sur la Flèche Wallonne. La Flèche Wallonne qui cette année a été remportée par Julien Alaphilippe. Et voilà. Et donc ça, c'était un moment très fort, évidemment, pour le cyclisme français. Non mais clairement, Julien Alaphilippe, de toute façon, ça faisait des années qu'il tournait autour de cette victoire sur la Flèche Wallonne. Et même quelques années avant, pas forcément depuis 1 ou 2 ans, il a toujours été battu par ce diable de Valverde qui connaît ce mur de lui comme sa poche et qui est vraiment un épouvantail de cette course. Et même encore cette année, on s'est dit à un moment, il va encore réussir à revenir, il va encore réussir à le battre. Mais j'ai l'impression que ouais, cette année, ça ne pouvait pas être pour quelqu'un d'autre que pour Julien Alaphilippe. Il a fait une course magnifique, une course maîtrisée par la Quick Step qui comme sur toutes les courses d'un jour, a été fantastique cette année. Il y avait même Maximilian Schachmann à l'entrée de la bosse qui était en secours si Alaphilippe avait un problème, qui était quelques mètres devant sur le peloton. Non, franchement, c'était vraiment une course magnifique et bien maîtrisée et par Julien Alaphilippe et par son équipe. Son équipe, justement, on t'en parle. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette Flèche Wallonne dans les meilleurs moments de la saison, parce que la Quick Step a montré toute sa force. À la Quick Step, on le rappelle quand même, en 2017, perd Boonen, Bauer, Dan Martin, Kittel, et il gagne cette année 73 fois, 17 fois de plus qu'en 2017. Et cette première très grande victoire pour Julien Alaphilippe, elle montre encore une fois que la Quick Step sait gagner, a une culture de la gagne, et en plus une culture tactique. Pourquoi ? Parce que, comme tu dis, il y a Schachmann qui est parti, qui a permis à ses équipiers de ne pas forcément rouler. C'est la Movistar qui a dû faire l'effort, et donc il est allé griller Valverde, et à l'arrivée, donc Julien Alaphilippe qui disait: je ne savais même pas que j'avais gagné, je pensais que Nibali était encore devant, j'en reviens pas. Ouais, bah oui, il a pas célébré du tout et il a eu peur de Nibali qui avait anticipé, qui était parti quelques kilomètres avant le mur de 8. Je crois que il me semble que c'était dans l'avant-dernier passage sur le mur. Il faudra revoir la course. Mais ouais, ce qui est marrant, c'est que Alaphilippe n'avait pensé ne pas l'avoir rattrapé, quoi. Et je trouve ça assez ouf. Du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas célébré. J'ai trouvé ça. On n'a pas de photo où il lève les bras heureux comme il sait le faire. Non, ce qu'il faut dire sur Alaphilippe, c'est que quand même, il a participé 3 fois à la Flèche Wallonne et il a fait 2 fois deuxième et 1 fois premier. C'est la course par excellence pour lui, quoi. Surtout à ce moment-là où il était dans une forme géniale. Il me semble, enfin après, je me confonds toujours dans le calendrier, mais il me semble qu'il sortait déjà du Tour du Pays Basque où il avait remporté 2 victoires. Voilà, c'était sa course, c'était sur son terrain et il a assumé de la plus belle des manières ce jour-là, Julien Alaphilippe. Et en plus, c'était le premier Français qui remportait la Flèche Wallonne depuis Laurent Jalabert en 97. Donc très important, encore une fois, pour le cyclisme français, historiquement parlant. Clairement. Et donc après cette Flèche Wallonne, Paul, on est donc en avril. On a avancé dans le calendrier et on va se retrouver sur le Giro. Pourquoi ? Parce que sur le Giro, qui a été un des Giros, on vous l'a dit dans l'émission du Giro que vous pouvez retrouver sur notre Facebook, et on disait que c'était un des Giros les plus intéressants parce qu'il y a eu un renversement de la part de qui ? De Christopher Froome. Et oui, Christopher Froome est dans notre top 5 cette saison. Je ne vais pas le mettre, toi. Non, parce que c'était pas forcément un moment où on s'est levé de notre canapé. Mais parce qu'il y avait toute cette affaire autour de Christopher Froome dont on va parler, mais toi, tu voulais vraiment le mettre, t'y tenais. Moi, je voulais le mettre, et Dieu sait que je ne suis pas un grand fan de Christopher Froome, de la Sky, et notamment de ce contexte dans lequel s'est déroulé ce Giro, avec cette suspension qui pendait au nez du coureur britannique. Pour le coup, il était sur le Giro, il a montré un côté humain sur ce Giro. Alors, est-ce que c'était fait exprès, est-ce que c'était un peu surjoué ou pas ? Mais pour le coup,
ça a rendu cette performance fantastique, un peu à la seule contre tous. Alors évidemment, j'espère que ça va pas faire une Floyd Landis à Morzine en 2006. Je le souhaite de tout mon cœur. Peut-être que si, et je pense qu'on part plutôt là-dessus. Mais pour le coup, on est là. Il gagne sur ce Giro Zoncolan l'étape, peut-être pas l'étape Rennes, parce que l'étape Rennes, c'est celle-là, mais l'étape avec la plus mythique en tout cas. Une semaine plus tard, il a cette étape Rennes où il décide de renverser ce Giro exceptionnel en partant à 80 km de l'arrivée, en profitant de la défaillance de Simon Yates. C'est magnifique. Tout est magnifique dans cette étape en fait, Joseph. Ouais, comme tu dis, pourquoi? Parce que c'était l'étape raide en fait de ce Giro, et c'est vrai que bon, certes, moi, j'étais pas comme un fou devant mon canapé en train de me dire ouais, c'est incroyable ce qui se passe, alors qu'au fond, échappé de 80 km, Colle delle Finestre, Sestriere, Bardonecca, c'est quand même hallucinant. Et au final, moi, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit ouais, j'étais pas excité, mais il y a quand même une dimension assez impressionnante parce que il a résisté à 3 coureurs. Moi, on me dit c'est incroyable qu'il ait fait ça, c'est surhumain, mais ça s'est résumé à un espèce de duel entre Christopher Froome et Sébastien Reichenbach. Et Sébastien Reichenbach qui avait fait un travail exceptionnel Bien pour sûr. Thibaut Pinot. Et d'ailleurs, Tom Dumoulin, on a la décla qui disait peut-être que moi, j'aurais peut-être dû travailler autrement, parce qu'il disait que Sébastien Reichenbach descendait comme une vieille grand-mère. Ah ouais, mais Et je n'aurais peut-être pas dû l'attendre des parties seules, mais moi, sûr, cette mais de toute décla, elle façon, m'a halluciné. Hein. dans cette, il y a des choses magnifiques dans cette course. L'attaque de Chris Froome de loin, le scénario après avec un Tom Dumoulin qui panique. Il a déjà la chance d'avoir Sébastien Reichenbach avec lui dans les montées, parce qu'en descente, il avait chuté sur le Tour de Lombardie l'année d'avant. Du coup, il était pas du tout en confiance, et ça se sentait. Mais Tom Dumoulin, avec Thibaut Pinot notamment, aurait dû allier leurs forces pour revenir sur Chris Froome. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette étape. C'est un Chris Froome qui, lui, n'a rien calculé et pour le coup, a renversé ce Giro de manière magnifique. Donc, il y a tout dans cette étape. Il y a aussi la très belle étape de Thibaut Pinot qui était avec Tom Dumoulin le plus fort derrière Chris Froome. Enfin, ouais, il y avait un espèce de truc magique dans cette étape où vraiment on a senti le cyclisme des belles années, des années 80, le cyclisme de Bernard Hinault, etc. Là, vraiment, on a retrouvé du panache comme on en a rarement vu sur les grands tours par la suite, que ce soit sur le Tour de France ou sur le Tour d'Espagne. Ouais, c'est en plus un moment, comme tu dis, c'est peut-être pas le plus beau, mais en tout cas, c'est l'un des plus historiques, l'un des plus importants, parce qu'il est plein de panache. Et il permet à Christopher Froome de rentrer dans un cercle très fermé, en fait, des coureurs qui ont gagné sur les 3 grands tours. Et donc, il rejoint, s'il vous plaît, Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador et Nibali. C'est un beau palmarès, on aimerait bien y être à ce Bien sûr, moment-là. quand on voit sa première semaine, en plus à Froome, on s'est dit que ça n'allait jamais le faire. Mais je me souviens que je disais dans nos émissions qu'il ne fallait pas l'enterrer trop vite, Christopher Froome, qu'il était capable de tout, que son objectif c'était les Zoncolan, et qu'à partir du moment où il a vu qu'il était bon sur Zoncolan, là je pense qu'il s'est dit je peux gagner ce Giro. Et à Bardonnèche, il a été magnifique, il a été grand. Mais encore avec ce bémol de est-ce qu'on ne va pas lui retirer sa victoire dans quelques années. Mais c'est vrai que c'est beau parce qu'on rappelle quand même dans le contre-la-montre en tout début de Giro, il chute, il rentre à l'hôtel en boitant, etc. Et donc même lui était surpris et il disait nous sommes réunis et nous avons décidé de l'attaque dès le Colle delle Finestre. C'était un risque, mais c'était un risque calculé. Prime à la Sky et notamment au travail de Kenny Elissonde. Kenny Elissonde, bien sûr. Et ce travail, voilà, c'est pour ça que c'est bien que cette équipe Sky, bon, c'est peut-être l'une des seules qui peut se permettre de courir comme ça, mais cette équipe Sky a fait vraiment tout péter sur un tempo très très dur, très très tôt dans la course. Et qu'est-ce que ça a fait comme résultat? C'est Simon Yates qui a explosé directement. Il finit à 30 minutes à l'arrivée. 30 minutes. Voilà, il faut que ça donne des idées aussi à des coureurs qui ont peut-être peur de se mesurer à la Sky. Je sais que c'est compliqué, mais qui peuvent, peut-être avec des équipes fortes, je pense à la Movistar notamment, tenter des grands coups comme ça, des grandes journées de cyclisme. Voilà. Avis aux amateurs. Et Paul, bon là, on était en mai sur la 19e étape du Giro et on va faire un saut dans le calendrier. On va passer tout de suite, on va arriver en octobre. Et ouais, parce qu'en octobre, il s'est passé quelque chose, peut-être un des moments le plus fort, Paul, c'est le Tour de Lombardie avec cette victoire
de Thibaut Pinot. Ouais, clairement, pour moi, de ces 5 moments, c'est le moment fort de cette saison, sans, sans hésitation aucune. Thibaut Pinot est un coureur magnifique. Sur ses classiques italiennes, on le sentait monter en puissance, que ce soit sur le Tour d'Émilie, sur les Trois Vallées Varesines. Il gagne Milan-Turin 3 jours avant. Moi, j'avais peur, je me souviens quand il avait fait une émission avant le Tour de Lombardie, j'avais peur qu'il se soit un peu grillé trop vite, en fait, qu'il avait mal géré son pic de forme à ce moment-là. Nenny, il a été fantastique sur ouais. Il a été J'aime cette expression, Paul. Il a été fantastique sur le Lombardia. Et puis, lié à cette victoire, il y a aussi tout ce côté, toute cette physionomie de course dont tu vas nous parler, qui est fantastique. Ouais, exactement. Hein. Le Tour de Lombardie, pour ceux qui ne le suivent pas tout le temps, c'est une course de 280 km avec plusieurs difficultés qui sont jonchées sur le parcours, et notamment le mur de Sormano, où Roglic a attaqué et a fait totalement péter la course. Et déjà, là, il y a eu une initiative personnelle d'un coureur très fort, hein, qui aurait pu gagner s'il était arrivé avec les meilleurs à la fin. Mais c'est le genre de scénario de course qu'on aime parce que ça pète assez tôt. Bien sûr, et l'avantage, et les coureurs qui ont fait la course, hein, on peut les remercier, c'est que quand ils ont vu partir Roglic, ils se sont dit, que ce soit Nibali et Pinot, ils se sont dit, ça sent quand même la bonne affaire ce coup-là. Et ils n'ont pas hésité à y aller. Et c'est pas étonnant de la part de Nibali, c'est pas étonnant de la part de Pinot non plus. Et c'est pas non plus étonnant de la part d'un Roglic, qui est un coureur qui a quand même un sacré panache. On l'a vu l'année dernière avec l'arrivée je sais pas même si l'étape elle partait de Lourdes ou elle partait de la Reims, c'est le contraire. Tu sais, la dernière étape. Lourdes-la Reims. Lourdes-la Reims, c'est avec l'arrivée à la Reims. Et c'est des coureurs de panache et ils ont fait de cette course une course magnifique. De toute façon, le Tour de Lombardie est pour moi le plus beau des monuments. Je trouve cette course fantastique. Et encore, quand c'est Thibaut Pinot qui gagne, c'est magnifique. Et il a gagné en champion, notamment dans le Civiglio. Il a été fantastique dès le pied. On parlait du mur du Sormano, il y a Roglic qui attaque et Nibali et Pinot qui reviennent. On a cette image derrière nous de Pinot qui tape dans la main de Nibali. Ce duel qui reste un des duels les plus impressionnants de la saison. Et même historiquement, je pense que dans 20 ans, on reparlera des duels entre Pinot et Nibali qui se ressemblent beaucoup. Qui se ressemblent, et ça fait déjà 2 ans de suite qu'ils se tirent la bourse sur le Tour de Lombardie. L'année dernière, Pinot lâche Nibali en descente. Et du coup, j'étais foudrage ce jour-là. Il fait jeu égal avec un Nibali. Bon, Nibali était injouable à cette époque-là. Il l'a prouvé d'ailleurs à Milan-San Remo quelques mois plus tard, même si on n'en a pas parlé dans cette vidéo. Et ouais, il s'était déjà bien tiré la bombe l'année dernière. Cette année, c'était un peu la revanche de 2 coureurs fantastiques, de 2 coureurs que tout le monde adore, je pense, sans hésitation. Et là, pour le coup, ça tourne à l'avantage du Français, et tant mieux, parce que c'était une course fantastique, gagnée par un coureur fantastique, et qui plus est Français, donc c'est magnifique. Et il disait effectivement, Thibaut Pinot, que c'était un aboutissement pour lui, que c'était la course qui lui correspondait le plus, parce que, il disait exactement, c'est le plus beau jour de ma carrière, un sentiment extrêmement fort. Je ne l'ai peut-être pas beaucoup montré, mais intérieurement, c'était très fort, avec cette image notamment où il tape dans la main de Jérémy Roy. Ouais, mais ça aussi, ça rajoute un aspect assez mystique, magnifique à cette course. C'est que Jérémy Roy, qui allait prendre sa retraite 2 jours plus tard, qui a été rappelé de dernière minute sur ce Tour de Lombardie, qui a abandonné plutôt dans la course, et qui se faufile pour essayer d'apercevoir Thibaut Pinot qui le voit et qui va lui taper dans la main. Non, c'est magnifique. Il y avait tout dans cette course. C'était vraiment le plus beau moment de cyclisme de la saison pour nous Français fans de Thibaut Pinot. Il y en a qui le sont un peu plus que les autres, hein, mais c'est vrai que Thibaut Pinot est le coureur le plus romantique des coureurs. Il est romantique, c'est exactement ça. Il est assez haut, il est assez bas, et on l'aime pour ça. Et il est passé notamment à côté d'un exploit fantastique au Giro, et il s'est bien rattrapé sur ses routes italiennes, et rien que pour ça, c'est beau. Et en plus, Johan Philippe, tout à l'heure, on disait que c'était le premier à succéder à Laurent Jalabert sur la Flèche Wallonne 97. Et Laurent Jalabert a été encore une fois effacé des tableaux cette saison, parce que c'est le premier Thibaut Pinot à gagner sur le Tour de Lombardie après Laurent Jalabert en 97. Voilà, la boucle est bouclée. Bon, voilà, on a fait notre top 5 des meilleurs moments. Donc on rappelle Strade Bianchi, Paris-Roubaix. le Giro, la victoire de Froome à Bardenecchia, et le Tour de Lombardie, magnifique.
Voilà, et donc il y a d'autres moments dont on voulait parler, Paul, quand même. Ouais, il y en Bon, avait a trop. ces Hein. top- ça- il y en a eu beaucoup. On en discutait hier, Ouais, il y en a eu on en discutait hier entre nous avec les gars de Roue Libre. Tu vois, on va en parler de Simon Yates, des mondiaux, de Milan-San Remo. Toi, si tu, en gros, ce qu'on va faire, Paul, c'est que tu vas en rajouter un. Je vais en rajouter un, Okay. Comme ça au moins, ce sera un peu cadré. Je sais lequel tu vas rajouter. Dis-moi lequel toi tu veux rajouter. Non, moi, je vais rajouter évidemment, je vais rajouter les mondiaux. Cette fameuse image avec Thibaut Pinot qui travaille pour Romain Bardet, Julien Philippe dans la dernière montée. Si je parle de cette image-là exactement, je pense que là... Est-ce qu'on a déjà eu plus belle image en tant que fan de cyclisme français sur ces 20, même 30 dernières années? Franchement, je pense pas, Joseph. Cette image est magnifique. Thibaut Pinot qui se met à la planche. Fou là-dessus. Thibaut Pinot qui se met à la planche sur les 50 derniers kilomètres et qui arrive à faire un tempo fantastique avant pour lancer Romain Bardet sur orbite avec un Julien Philippe un peu décevant, hélas. Mais du coup, ça n'enlève rien à cette course qui a été magnifique, qui a été tactiquement hyper bien géré par les Français et qui nous a donné cette image qui est l'une des plus belles images qui m'a été donnée d'assister en tant que fan de cyclisme depuis que je suis né. Quoi. Je suis assez d'accord. Je suis complètement d'accord. Et moi, si je devais rajouter une seule personne, j'ai envie de dire, parce que là, je ne vais pas te rajouter une étape en particulier, mais quand on parle de la saison 2018, c'est quand même difficile de passer à côté de Simon Yates qui a remporté le classement UCI. Bon, après, ce classement-là veut tout et rien dire pour certains. Chacun il trouve la légitimité qu'il a envie. Mais Simon Yates a été notamment, là on le voit, qu'il a donc remporté le Tour d'Espagne. Il a brisé l'hégémonie des Sky. Donc moi, j'avais envie de parler de lui. Et surtout sur le Giro, on l'a redécouvert comme un coureur qui attaquait de partout, et notamment cette étape à l'Etna avec Esteban Chavez où il nous a offert un spectacle exceptionnel. Mais je suis d'accord pour dire qu'il fallait parler de Simon Yates dans cette vidéo. Il y a deux Simon Yates, c'est ça qui est fou et c'est ça que je trouve magnifique chez ce coureur, c'est que tu as le Simon Yates du Giro, spectaculaire, fantastique, panache, etc. Il gagne, on va dire qu'à l'Etna, il laisse gagner Esteban Chavez, mais il est bien gentil parce qu'il était quand même bien plus fort que lui. Après, il va gagner au Grand Sasso de manière magnifique au sprint devant Thibaut Pinot. Après, en deuxième semaine, il va gagner à Sappada aussi. Il gagne aussi au Simo sur une étape qui n'est pas une étape de montagne. Il fait 2 semaines fantastiques. De panache, il le paye froidement dans la troisième semaine. J'ai trouvé ça triste et du coup, je n'en veux même pas d'avoir couru un peu comme un épicier sur cette Vuelta. Ça s'appelle le sens tactique. Le sens tactique. Et il a appris de ses erreurs sur le Giro et rien qu'en ça, c'est magnifique aussi. Bravo à Simon Yates pour une saison royale du coureur britannique. Bravo à lui. Bon voilà mon Polo, on a fait le tour des événements. On a fait un très beau tour. Bon, on a fait une grande ellipse dans la saison, mais bon. On n'a pas parlé du Tour de France. On n'a pas parlé du Tour de France. C'est bizarre. À eux et aux coureurs de se demander pourquoi. Voilà, exactement. Même s'il y a eu quelques moments intéressants, mais pas assez, qui nous ont fait vraiment kiffer. Peut-être qu'on parlera du Tour de France la semaine prochaine, Paul. Peut-être, je sais pas. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Je pensais que tu avais des infos que tu n'avais pas. J'ai juste un trou de mémoire, tout à fait. Non, voilà, on va peut-être en parler. C'est pas forcément sûr, mais on va choisir les 5 moments, pas les pires de la saison, mais les plus décevants de la saison. Donc on se retrouvera vraiment subjectif, quoi. Voilà, exactement. Après, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sous cette vidéo YouTube les moments que vous voulez voir la semaine prochaine, et si vous êtes d'accord avec cette top 5 de la saison, et si même vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On a sûrement d'autres. N'hésitez pas à nous en parler. Nous, on voit vos commentaires, on y répond aussi, donc n'hésitez pas, on discute sur YouTube. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Roue Libre. Ciao les amis. Salut les gars, à bientôt. C'est là-bas. New Productions exclusive. Brand new beat.